Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première analyse du chapitre 120 de Attack on Titan, sans facecam pour commencer, le temps que nous agrandissions notre studio. Peut-être avez-vous loupé des éléments de ce chapitre qui annoncent une fin imminente au manga, ne vous inquiétez pas, on va décrypter tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors c'est parti pour cette première plongée dans le chapitre 120 de Shingeki no Kyojin. Un chapitre qui s'ouvre sur une construction propre au manga. Premièrement, la métaphore de la balle de baseball. Sig et Eren ne pouvant pas se toucher pour se serrer la main et se mettre d'accord sur leur plan, l'enfant prodige décide alors de lui lancer une balle de baseball qu'Eren fait bien sûr exprès de laisser tomber, prouvant qu'il n'était pas d'accord sur l'idée de mort douce depuis le début. Puis nous retournons sur Shinganshina, je n'ai jamais vu de mangaka utiliser autant la forme pour illustrer le fond. Un véritable enchaînement de vignettes, d'abord chronologiques, puis explosé entre les souvenirs d'Eren, de Grisha et Kruger. En 4 pages, sans texte, Isayama nous offre le chemin. Un chapitre qui, comme son nom l'indique, nous donne en un instant la mémoire du titan assaillant, et surtout avec révélation et nostalgie. Les oiseaux sont toujours là, la poésie de la liberté, Vogel Inca Fig, là où tout a commencé, entre les murs au chapitre 1 et hors des murs au chapitre 90, ils ont toujours été là. La boucle avec le chapitre 1 est alors finalement bouclée, l'arbre où Eren dort fait office de chemin. Eren au chapitre 1 et 120 n'est finalement que une seule scène. Nous comprenons enfin pourquoi Eren pouvait voir le chemin alors qu'il n'avait pas encore hérité de son père, car en influençant dans le passé, le futur crée des paradoxes. Si Eren adulte peut avoir des souvenirs de tout ce qui se trouve avant et après lui, alors s'il devait avoir les souvenirs de lui-même sous cet arbre en plein cauchemar, que verrait-il puisqu'il s'agit de ses souvenirs d'adulte? Paradoxe temporel qui pousse le jeune Eren à témoigner d'un futur encore inconnu, plus encore rentrer en contact avec lui, car oui, nous pouvons observer à la page 39 Eren bébé qui remarque l'arrivée des deux frères dans la maison. Subtilité qui rappelle au chapitre 95, page 11, où Reiner regardait le micro de l'armée. Et ça fait penser que ça aurait pu être tellement intéressant de voir les deux frères dans le premier chapitre du manga. Isayama aurait pu briser le 4ème mur avec le chemin, en montrant deux hommes de loin regarder Grisha qui dit au revoir à son fils, car personne, absolument personne, aurait pu deviner ce que cela signifiait, surtout en connaissant la manière ultra subtile du mangaka à présenter ses foreshadowing. Mais déjà, voir comment Grisha a dû vivre sa vie partagée en deux, entre l'amour pour sa famille et son devoir, le voir chercher les secrets de la lignée royale, s'approcher de la noblesse pour la soigner, même noble d'ailleurs qui se fera torturer plus tard par la shit machine de Zack Lee, puis esquiver Kenny et découvrir la chapelle bien plus tôt que ce que nous pensions, et surtout la photo qui ici a un second rôle dans l'intrigue, elle sert à montrer que Grisha gardait près de lui son premier enfant. La vision alors de Sig sur son père était biaisée. Un chapitre qui porte alors bien son nom car tout se déroule en un instant, au moment même du contact entre les deux frères. La dilatation du temps est donc très intéressante, cette idée de Ymir esclave de sa condition qui module de sable les titans dans cet espace-temps. Nous avons donc un chapitre, et même sûrement deux, qui vont se dérouler en fait en une seconde à peine, le temps d'un éclair jaune qui transforme les Eldiens en titans. Ymir, coincée et soumise à la volonté du sang royal, est celle qui crée les titans, et c'est une image magnifique. Ymir dessine les titans, offrant donc au manga un rapport métafictif avec son procédé de création. Ymir est le mangaka, éternel enfant, il dessine les titans avec de bien drôles de têtes. C'est ainsi qu'à chaque transformation en titan, la jeune Ymir use de ses mains pour façonner le monstre, expliquant la question d'Anzi sur la nature si légère des titans mais également leur création ex nihilo. En effet, les titans sont produits à partir de rien, ils s'autocréent, car finalement lorsque Eren mord sa main ou qu'un pauvre Eldien se fait piquer, Ymir intervient et façonne le titan, le temps d'une seconde pour la dimension humaine, le temps qu'il faut pour celle du chemin. Les titans sont donc créés dans une autre dimension, celle dédiée aux Eldiens uniquement. Sig étant le dernier roi absolu des Eldiens, son peuple lui est esclave, expliquant le titan donnant sa vie pour l'introduire dans la dimension du chemin afin qu'Ymir à nouveau le façonne dans le chapitre 115. C'était frustrant, qu'est-ce que c'était frustrant? Nous avons donc ici une réponse qui apporte une question. Pourquoi Ymir même est-elle soumise à la lignée royale quand cette dernière n'est pas elle-même soumise au pacte de non-agression? Car c'est bien ce que Sig a réussi à faire, il a brisé ce pacte, lui-même étant de sang royal via sa mère, mais ne possédant pas le titan originel, il est de sang mêlé. Il suffisait alors qu'un autre Eldien, Eren donc, entre
en contact avec lui étant l'originel, alors que depuis le début on pensait que Eren allait contrôler la situation et qu'il avait juste besoin de Sig comme clé pour libérer le grand terrassement. C'était tout le contraire, et cette écriture, mamma mia, Sig disant qu'Eren est seulement la clé tout en le montrant enchaîné, magnifique, et dire que lui brise le pacte de non-agression tout en brisant ses chaînes faites de sable. Et si Ymir était en fait un mensonge depuis le début? Et si c'était la lignée royale le problème, qui aurait utilisé les pouvoirs de cette petite fille pour créer les titans et contrôler le monde? Les détails sont importants chez Isayama, car pourquoi une petite fille fragile et abîmée serait donc la fondatrice de la terreur des titans? Autre chose d'excellent ici, c'est le sarcasme d'Eren, cet humour sombre qui te fait l'aimer encore plus quand il coupe l'herbe sous le pied de Sig. Il a juste pas le temps, mais nouvelle preuve qu'il est bien resté le même, parce que je suis né dans ce monde. Nous savons donc qu'il ne pensait pas à ce qu'il disait à Mikasa, même si c'est forcément la vérité, vu l'attachement unilatéral entre eux, et surtout avec Levi pour Erwin, obligé de tenir une promesse qui tous les lecteurs ont envie de voir se réaliser. Alors est-ce que tous les lecteurs seraient des Ackerman? Bien joué Isayama. Mikasa et Levi ont-ils leur libre arbitre? En tout cas, Levi n'a plus ses doigts, l'homme le plus fort du monde n'est plus, et on en parlera dans une prochaine vidéo dédiée, tellement il y a de choses à dire en attendant son retour à lui et à Andy. Nous avons donc un double retournement de situation. J'ai gagné. Non Eren, c'est moi qui ai gagné, en fait j'avais prévu un plan de secours. Non, en fait c'est moi qui ai gagné Sig, j'avais prévu que tu allais me montrer l'endoctrinement de mon père, et donc j'ai préparé un plan de mémoire pour te montrer un autre souvenir dans la deuxième partie. Shingeki no Death Note MDR. Plot twist sur plot twist, mais ce qui nous intéresse le plus ici est les relations entre les personnages et non de savoir qui a raison. On sent que cette petite balade dans les souvenirs est un diptyque, la frustration est donc immense à la fin tellement le chapitre paraît court, surtout après les paroles de Grisha qui voit son fils, qu'on rappelle peut sûrement avoir des souvenirs du futur comme nous l'a prouvé donc Eren Kruger au chapitre 89. Absolument tout s'entremêle et c'est ouf comment ça marche. Isayama aura vraiment construit un monde relativiste, pluraliste et humain jusqu'au bout, où même quand tu veux prouver à ton demi-frère que ton papa était un connard, ce dernier dans le passé te contredit avec amour en te regardant toi directement dans le futur. On ne lit clairement plus le même manga, c'est incroyable comme nous sommes plus du tout dans le même registre de l'horreur fantastique post-apo. Non, ici c'est beaucoup plus profond, triste, mélancolique, à la sauce Inception, mais plus loin encore. Isayama aura réussi à nous rendre nostalgiques d'un futur qui n'a même pas existé. En tout cas, tout semble indiquer que la fin est proche, ce qui rend la nostalgie du flashback encore plus forte, à l'instar un peu de la fin de Fire Punch, une véritable envolée poétique, une fin métaphorique. Ici, on est sur un délire, mais monstrueusement bien construit. Mais alors que veut montrer Eren à Sig à la toute fin? Et si c'était le véritable visage de Xaver et donc son endoctrinement envers l'enfant prodige? Car personne n'a raison, personne n'a tort, le monde est cruel. Et est-ce que Sig va demander à Ymir de remodeler Eren vu qu'elle ne le fera pas d'elle-même? À l'extérieur, même pas une seconde s'est écoulée. Mais nous lecteurs, on va devoir encore attendre 30 jours pour lire le chapitre 121. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare d'énormes théories et notamment une sur la toute fin de l'histoire. On a vraiment hâte de vous la présenter car on en est très fiers. Alors si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Un gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.